Imaginons un instant. Mettons qu'on achète un billet extrêmement cher pour aller voir un groupe de musique légendaire. Oui, un billet de concert qui coûte une fortune. C'est ça. On arrive dans la salle, les lumières s'éteignent, la foule capote, les musiciens montent sur scène avec une énergie folle. Puis là, au bout de quelques tours, on se rend compte qu'aucun d'eux ne joue réellement de son instrument. Ah, le classique playback? Pire que ça, genre le guitariste gratte pas vraiment, le batteur frappe dans le vide. En fait, il y a un producteur caché en coulisses qui appuie simplement sur lecture sur une piste préenregistrée. La musique joue, le spectacle a lieu, mais tout est complètement faux. C'est une image quand même frappante. C'est surtout que le pire dans tout ça, c'est que ce billet-là, on est forcé de le payer chaque année à même nos impôts. Et c'est exactement la mécanique que l'on retrouve au cœur de la politique moderne selon plusieurs chercheurs qu'on va aborder aujourd'hui. C'est l'apparence d'une performance démocratique, mais sans la réalité du jeu indépendant. La musique joue, mais les musiciens ne décident plus des notes, tu sais. Oui, puis c'est ce fameux billet de concert frauduleux qui est vraiment au centre de notre exploration aujourd'hui. On plonge dans une analyse hyper fouillée de ce qu'on appelle la particratie en Belgique. La particratie, exact. C'est-à-dire un système où les partis politiques ont complètement capturé l'État. Mais l'idée, c'est pas juste de chialer contre le système, là. La mission de notre plongée dans ces documents, c'est vraiment de comprendre comment des citoyens ordinaires tentent d'utiliser le système de justice pour attaquer cette mécanique-là. Tout à fait. Et même si on parle de la Belgique, cette dynamique de partis qui prennent le contrôle total sur des élus qui sont censés nous représenter, c'est un miroir fascinant pour n'importe quelle démocratie. Tellement. Pour bien comprendre, on va s'appuyer sur des notes académiques assez détaillées, genre des données récentes de la KU Leuven, puis des dossiers juridiques hyper pointus, comme le fameux document de recherche 2026-08. Ce sont des textes qui décortiquent vraiment l'architecture de l'État puis la façon dont les règles sont constamment contournées. Juste pour être super clair, d'entrée de jeu, il faut faire une petite mise au point. Ces chercheurs-là font une critique très sévère et documentée des partis politiques. Puis ça touche autant ceux de gauche que de droite. Oui, aucun côté n'est épargné. C'est ça. Fait que notre rôle ici, c'est pas de prendre parti ou de dire qu'ils ont raison sur toute la ligne. L'objectif, c'est de regarder le moteur sous le capot de façon neutre et de décortiquer objectivement la mécanique juridique que ces citoyens essaient d'utiliser. Exactement. OK, décortiquons ça. Avant de parler de poursuite ou d'avocat, c'est quoi la faute de base? Qu'est-ce qu'on reproche exactement à l'État belge dans ces fameux documents? La faute fondamentale, c'est la violation d'un texte fondamental. C'est la violation d'un serment, en fait. Tout tourne autour de l'article 42 de la Constitution belge qui a été rédigé en 1831. OK, 1831. Et il dit quoi, cet article-là? Il est super clair. Il stipule que les élus représentent la nation tout entière et non pas la province ou le parti qui les a fait élire, et surtout qu'ils doivent voter librement. Voter librement, genre sans contrainte? Exact. C'est le principe du mandat libre. Historiquement, ça a été pensé spécifiquement pour interdire ce qu'on appelle le mandat impératif. Le mandat impératif. Oui, c'est-à-dire l'obligation pour un élu de recevoir puis de suivre des ordres de vote précis de la part d'un groupe. C'est censé être illégal. Donc, si je comprends bien, en théorie, un député s'assoit au Parlement, il écoute les débats, il lit les projets de loi, puis il vote selon sa conscience, puis ce qu'il juge bon pour le pays. Ça, c'est la belle théorie. C'est la théorie, oui, mais dans les faits, les données compilées par la KU Leuven montrent une réalité qui est mathématiquement opposée. Mathématiquement opposée. Comment ça? Prenons un exemple marquant analysé par les chercheurs sous le gouvernement Wilmès II, qui était un gouvernement minoritaire. OK. En sciences politiques, un gouvernement minoritaire, c'est normalement le moment où la liberté de vote des députés devrait être à son maximum. Le gouvernement n'a pas la majorité, fait qu'il doit négocier chaque appui. Logique, oui. Or, la discipline de vote imposée par les partis sous ce gouvernement-là atteignait 99,73 %. Attends, quoi? 99,73 %? Oui. Et pour certains partis, on ne documente absolument aucun vote dissident pendant des années de temps. Zéro. Voyons donc. Zéro vote dissident. On s'entend que c'est comme impossible d'avoir des centaines d'êtres humains qui sont d'accord à 100% sur des centaines de lois complexes sans qu'il y ait de la coercition en arrière-plan. C'est l'essence même, la particratie. Les vraies décisions, elles se prennent plus sur le plancher du Parlement après un grand débat d'idées, elles se prennent au Kern. Le Kern.
C'est un conseil des ministres restreint qui réunit les vice-premiers ministres et surtout les présidents de parti à huis clos. Puis il n'y a pas de procès verbal public détaillé des vraies négociations. Ah, l'opacité totale. C'est ça. Une fois l'accord conclu au sommet par les chefs de parti, le Parlement ne fait qu'entériner formellement une décision qui est déjà verrouillée. Et ce qui frappe vraiment quand on épluche ces sources-là, c'est que toute cette mécanique de contrôle, elle est financée par des fonds publics. On parle d'environ 188,3 millions d'euros d'argent public par année pour financer cet écosystème partisan-là. C'est des sommes colossales, oui. Mais le bout qui m'a vraiment fait sursauter, puis là, attache ta tuque, c'est ce qui arrive au salaire des députés. L'indemnité d'un député, c'est censé le rendre financièrement indépendant qu'il ne soit pas corruptible, non. C'est le principe, oui. Or, les sources montrent que cet argent-là est siphonné par des espèces de rétrocessions. Exactement. C'est une pratique super courante. Certains élus sont forcés, par les règles internes de leur propre parti, de reverser une partie massive de leur indemnité à la structure du parti. C'est débile! Les chercheurs documentent des cas allant jusqu'à 60 % voire 70 % du salaire net qui est rétrocédé. C'est particulièrement visible dans des formations comme le PTB-PVDA, bien que la pratique des cotisations obligatoires, elle touche presque tous les partis du spectre à des degrés divers. 70 % de son salaire! Ce qui est fascinant ici, sur le plan strictement juridique, c'est le paradoxe du serment. Chaque élu, chaque ministre prête un serment solennel de respecter la Constitution. Donc de respecter l'article 42 sur la liberté de vote. Précisément, avant de pouvoir siéger, il jure ça. Et pourtant, les règles internes des partis forcent le contraire. Mais c'est complètement fou! C'est comme engager un arbitre de hockey. On le fait jurer sur la glace devant tout le monde qu'il va être impartial, mais en coulisses, on se rend compte qu'il doit donner 60 % de sa paie au propriétaire d'une des deux équipes. C'est une très bonne comparaison. Ça n'a pas d'allure. Comment un système légal peut exiger un serment d'allégeance à la Constitution tout en tolérant au grand jour des règles de parti qui forcent exactement l'inverse? Il n'y a pas une contradiction légale flagrante? Les juges doivent bien la voir. Ah, il la voit très bien. Mais la subtilité en Belgique réside dans une séparation super stricte entre ce qu'on considère être le droit et ce qu'on considère être un fait politique. OK, explique-moi ça. Historiquement, la Cour constitutionnelle belge a maintenu que la discipline de parti relève d'un fait sociologique. En gros, les juges disent on n'a pas à s'immiscer dans la cuisine interne des partis. C'est de la politique, c'est pas du droit qu'on peut contrôler. Ah, la belle excuse! C'est ce découplage hermétique-là qui protège le système depuis des décennies. OK, je te suis. Fait qu'on a une constitution qui est carrément contournée tous les jours, mais la plus haute cour du pays refuse de s'en mêler en disant, tu sais, c'est pas de nos affaires. Exactement. Mais là, si la porte d'en avant est barrée, comment un citoyen ordinaire, quelqu'un sans formation juridique, peut espérer amener ça devant un juge? C'est là que ça devient vraiment intéressant dans l'analyse. Il y a comme une faille secrète. Oui, c'est vraiment le cœur de la stratégie détaillée dans les documents de recherche. Puisqu'on ne peut pas attaquer frontalement les règles des partis devant la justice constitutionnelle, la solution de contournement, c'est d'utiliser le Code civil ordinaire. Le Code civil? Mais c'est pas juste pour les chicanes de voisins puis les divorces, ça? Pas seulement. On parle spécifiquement de l'article 1382. C'est le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle. OK. Pour ceux qui nous écoutent puis qui mangent pas du Code civil au petit déjeuner, l'article 1382, en mots simples, ça dit quoi? C'est le principe de base de la responsabilité. En gros, si quelqu'un cause un dommage à autrui par sa faute, il doit le réparer. OK, logique. Si je lance une balle de baseball et que je brise la fenêtre de mon voisin par négligence, je paie la fenêtre. Sauf que, dans la stratégie qui nous intéresse, l'auteur du dommage, c'est pas un voisin maladroit. C'est l'État belge lui-même. L'État belge. Oui. C'est ce qu'on appelle la responsabilité civile de l'État pour faute du législateur. Poursuivre le gouvernement au civil parce qu'il a mal fait sa job de faire des lois. C'est audacieux en maudit. Et c'est quoi la faute concrètement? Qu'est-ce que l'État a brisé, mettons? C'est quoi l'équivalent de la fenêtre cassée? La faute, elle réside dans une omission législative béante. Un énorme trou dans la loi. Les chercheurs ciblent la loi de 1989 sur le financement public des partis. OK. L'article 15 ter de cette loi prévoit très clairement qu'on peut couper le robinet financier d'un parti si celui-ci se montre hostile aux droits humains, genre s'il viole la Convention européenne des droits de l'homme. La loi a un mécanisme précis pour ça. Bon, c'est une bonne chose. Oui, mais, et c'est là qu'est la faille, cette même loi a complètement omis de prévoir la moindre sanction financière pour les partis qui violeraient l'article 42 de la Constitution, donc la liberté de vote des députés. Attends une minute. Omis, oublié.
ou genre oublié avec de gros guillemets. Ben justement. Parce que, tu sais, des partis politiques qui votent une loi pour s'octroyer des millions en fonds publics, mais qui, oublient d'inclure la clause qui pourrait leur faire perdre cet argent s'ils contrôlent trop leurs propres députés, disons que c'est un oubli vraiment pratique. C'est exactement l'argument des chercheurs. Le fait est que l'État a versé plus de 4 milliards d'euros cumulés depuis 1989. 4 milliards! 4 milliards, oui. Sans jamais créer de mécanisme pour s'assurer que cet argent-là ne servait pas à financer des structures qui confisquent la liberté de vote. Et juridiquement parlant, verser des milliards à l'aveugle alors qu'on a le devoir constitutionnel de faire respecter le mandat libre, ben c'est une faute de prudence. OK, je vois la stratégie. Le but de l'action civile, c'est d'aller voir un juge ordinaire, un juge civil, puis de lui dire « Regardez, l'État a commis une faute en ne légiférant pas complètement. » Et ça permet de forcer ce juge-là à poser ce qu'on appelle une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Une question préjudicielle, ça, c'est comme forcer l'arbitre sur la glace à aller voir la reprise vidéo, même s'il n'y en a pas pantoute envie. C'est une excellente analogie. Le juge civil ordinaire, il n'a pas le pouvoir d'annuler ou de réécrire la loi de 1989. Mais s'il constate qu'il y a un litige sérieux sur une possible lacune inconstitutionnelle, il a l'obligation légale de suspendre le procès et de demander l'avis de la Cour constitutionnelle. Ah, c'est brillant. Fait qu'on force la porte de la Cour constitutionnelle en passant par la fenêtre du droit civil. Exactement. On force le système à se prononcer. OK, la mécanique est superbe sur papier, c'est clair, mais je dois faire l'avocat du diable 2 secondes. Poursuivre le gouvernement au civil pour une loi incomplète, ça demande des poches profondes. Puis surtout, il faut prouver qu'on a un intérêt direct, là, tu sais. C'est le grand défi, oui. Si moi, une citoyenne ordinaire, je vais en cours parce que la loi de 1989 est mal écrite, le juge va me dire « c'est quoi votre dommage financier personnel à vous, madame? Avez-vous perdu votre maison à cause de ça? Non, qu'à rejeter. » Comment on contourne cette exigence-là? C'est le mur contre lequel se butent beaucoup de recours idéalistes. Mais pour franchir ce mur-là, les chercheurs identifient des profils très spécifiques. Le demandeur parfait pour lancer la machine, c'est pas le citoyen moyen offusqué, c'est l'élu dissident. L'élu dissident, donc quelqu'un qui est à l'intérieur du système puis qui s'est fait écraser par lui. Précisément, les sources documentent des cas récents d'élus qui ont refusé de suivre la ligne du parti, qui ont quitté ou qui en ont été exclus. Les documents citent par exemple les députés Kutedici ou Dupont. Eux, ils n'ont pas juste un préjudice moral un peu vague. Ils ont un préjudice matériel chiffrable et prouvable. Ah, parce qu'on leur a pris de l'argent. Oui, la perte de revenus liée aux rétrocessions forcées du passé, la perte de moyens de fonctionnement, les sanctions professionnelles claires. En agissant comme demandeurs, ils fournissent le véhicule juridique parfait. Ils ont les factures puis les preuves directes de la coercition. OK. Fait que l'élu dissident, c'est comme le bélier qui défonce la porte du tribunal. Exact. Mais mettons qu'on n'est pas un député déchu. Mettons qu'on est juste des citoyens ordinaires qui trouvent que leur démocratie tourne à vide puis que c'est inacceptable. Est-ce qu'on est juste condamné à regarder les anciens politiciens faire le travail en cours? Les documents qu'on a lus proposent une autre voie pour nous, non? Absolument. Et c'est là que l'analyse s'inspire de ce qui se fait de plus moderne en droit public. C'est la force du nombre. Pour le citoyen, l'idée, c'est de réussir à transformer un simple constat d'observateur en une preuve matérielle solide. On parlait tantôt des fameux 99,73 % de discipline de vote. Oui, le chiffre impossible à oublier. Dans un recours stratégique, ce chiffre-là n'est plus seulement une statistique pour les profs d'université. Devant un juge, quand c'est combiné à l'absence de débat réel au Parlement, ça devient la preuve matérielle d'un mandat impératif illégal. C'est la preuve que le produit, entre guillemets, livré par l'État est défectueux. J'adore la métaphore du produit défectueux. Si on est des millions de citoyens à avoir reçu ce produit démocratique défectueux, on fait quoi? C'est un peu comme un recours collectif contre une compagnie d'automobile qui aurait caché que ses freins lâchent. Sauf qu'ici, la compagnie, c'est le Parlement lui-même. C'est l'idée exacte derrière le modèle Klimatzak. Klimatzak? Oui, l'affaire Climat en Belgique, c'est un précédent juridique majeur qui a tout changé. En 2021, près de 70 000 citoyens belges se sont unis. 70 000, c'est énorme! Oui, et ils n'ont pas juste dit le climat va mal, on est triste ». Ils ont plaidé que l'inaction climatique de l'État constituait une faute, selon ce même article 1382 du Code civil dont on parlait, et que ça violait leurs droits humains. Et ça a marché? Oui, la Cour d'appel leur a donné raison en 2023. Et les chercheurs que nous analysons soutiennent que ce modèle d'action collective massive est directement transposable pour attaquer la capture démocratique par les partis.
C'est complètement fou, hein? Donc, au lieu d'y aller un par un et de se faire rejeter par le juge parce que notre petit dommage individuel n'est pas assez grave, on débarque à 70 000. Le poids du nombre change la nature même du préjudice. On prouve que le dommage est systémique. Si on relie ça à la vue d'ensemble, c'est vraiment comme ça que la jurisprudence avance. Les grandes révolutions juridiques se font par accumulation. Avec l'affaire Climat, les juges ont accepté de qualifier l'inaction d'une politique publique générale comme une faute civile. Ouais. Adapter ce cadre-là pour attaquer la capture partisane, c'est la prochaine grande frontière du droit public, selon eux. Ça rééquilibre tellement les forces. Le citoyen tout seul dans son salon avec son petit salaire, il est complètement écrasé par les 188 millions des partis politiques. Mais en groupe, bam, ils deviennent force de frappe. Tout à fait. Cela dit, il y a quand même un éléphant dans la pièce qu'il faut aborder. On demande aux tribunaux belges de condamner le système politique belge. Qu'est-ce qui arrive si les juges refusent de mordre la main qui les a nommés? Parce que si on regarde la composition des cours, c'est pas super rassurant. C'est le verrou structurel interne le plus inquiétant qui est identifié dans nos sources. La Cour constitutionnelle belge, celle-là même qui devrait trancher à la toute fin, elle est composée pour moitié d'anciens parlementaires. Ah, mon Dieu! Et comment sont-ils nommés? À la majorité des 2/3 du Parlement, donc par les présidents des grands partis eux-mêmes. Voyons donc, c'est littéralement demander au conseil d'administration d'une entreprise de se condamner lui-même pour fraude. Les chances sont minces. Il y a un conflit d'intérêts gros comme le bras. Si le système interne est complètement verrouillé par ce qu'on appelle la prudence politique, on fait quoi? On sort du pays? C'est la solution? L'analyse pointe vers l'axe ultime, la Cour européenne des droits de l'homme, la fameuse CEDH, qui siège à Strasbourg. OK. C'est la juridiction supranationale. Et s'il y a bien une cour qui fait transpirer l'État belge, c'est celle-là. Parce qu'elle est hors de l'influence directe du Cairn et des partis belges. Et les chercheurs s'appuient sur une jurisprudence très récente et explosive. L'arrêt Tomenko contre Ukraine de 2025. Tomenko contre Ukraine. Mais attends, l'Ukraine, c'est un contexte géopolitique qui est très différent de la Belgique, là. Pourquoi cet arrêt de Strasbourg est si pertinent pour notre histoire de particratie belge? Parce que la Convention européenne s'applique à tous ses membres de façon égale. Dans l'affaire Tomenko, la Cour a statué, de manière retentissante, que la suprématie d'un parti sur le libre arbitre d'un élu viole fondamentalement les principes démocratiques. OK, fait qu'ils l'ont écrit noir sur blanc. Oui, la CEDH a écrit noir sur blanc que des mécanismes qui forcent un élu à suivre la ligne sous peine de sanction, ça place les partis politiques, et je cite, « au-dessus de l'électorat souverain ». Wow! Strasbourg trace une ligne rouge super claire. C'est une jurisprudence directement transposable. L'Europe vient de dire qu'elle ne tolère pas qu'on vide la démocratie de sa substance via des règlements internes de partis. C'est une véritable épée de Damoclès au-dessus de la Belgique. Bon, au moins l'ombre de l'Europe plane, c'est un peu rassurant. Mais la réalité juridique, on va se le dire, c'est que la route jusqu'à Strasbourg est longue. Il faut souvent des années et des années pour épuiser tous les recours internes avant même d'y avoir accès. C'est le problème de la justice internationale, oui. En attendant ces procès titanesques-là, le citoyen ordinaire fait quoi? Il attend sur son divan? Ah, les documents qu'on épluche parlent d'outils d'action directe. Un truc appelé l'accès à l'information. C'est l'autre volet de la stratégie, l'action citoyenne au quotidien. En Belgique, la Constitution garantit le droit d'accès aux documents administratifs. Un processus qui est géré notamment via la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs. Juste pour clarifier pour quiconque nous écoute, la CADA, c'est l'organisme qui gère quand on demande des papiers au gouvernement puis qu'ils ne veulent pas nous les donner, c'est bien ça? C'est ça, c'est l'arbitre de la transparence. La stratégie proposée par les chercheurs, c'est d'utiliser ce droit-là de manière massive pour cibler ce qu'on appelle les cabinets ministériels. Les cabinets ministériels... Ce sont des structures immenses en Belgique. On parle de 2800 à 3200 collaborateurs de cabinets. 3200? C'est gigantesque comparé aux pays voisins. Et c'est là que les vraies décisions politiques se trament, complètement loin de la fonction publique neutre. OK, mais là, si on envoie des milliers de requêtes, est-ce que ça risque pas juste d'écœurer des fonctionnaires ordinaires qui font de leur mieux pour traiter la paperasse au lieu de frapper les grands chefs de parti en haut, tu sais? C'est ce qu'on appelle du harcèlement administratif, non? C'est un risque de perception qui est réel. Mais les auteurs expliquent que l'objectif n'est pas de paralyser le fonctionnaire au bas de l'échelle. L'objectif, c'est la documentation de l'opacité. La documentation de l'opacité, c'est-à-dire?
Voyez-vous, en mai 2024, une loi a théoriquement étendu la transparence à ces fameux cabinets ministériels. Mais le législateur a immédiatement créé une exception pour tout document qui relèverait de la stratégie politique. Ah, le beau passe-droit. Tout peut devenir de la stratégie politique si on le veut bien. Exactement. Et c'est là qu'est le piège. Le but d'envoyer ces requêtes précises sur des instructions de vote ou des mémos de parti n'est pas nécessairement d'obtenir le document, c'est de provoquer un refus officiel. Fait qu'on veut se faire dire non. Oui, chaque fois que l'État refuse de dévoiler un document en invoquant cette exception super vague de stratégie politique, ce refus devient une pièce à conviction. C'est une preuve matérielle d'opacité systémique. C'est brillant. Le citoyen est littéralement en train de construire, refus par refus, le dossier de preuve qui sera utilisé plus tard dans les recours civils collectifs ou devant la Cour européenne. C'est un travail de fourmi, mais c'est tellement intelligent. Si on résume la portée de tout ce qu'on vient d'explorer, attaquer une pieuvre énorme comme la particratie, ça se fait pas avec une seule arme. Non, ça prend un arsenal. Ça prend des failles civiles comme la fameuse omission de la loi de 1989. Ça prend la force du nombre avec des recours collectifs massifs comme l'affaire climat. Ça prend la menace de la Cour en Europe, puis ça prend la ténacité de citoyens qui forcent le système à documenter ses propres secrets administratifs. Le citoyen a bien plus de pouvoir qu'il ne le croit face aux appareils politiques. Tout à fait. Mais vous savez, toute cette architecture de responsabilisation qu'on vient de décrire, ça soulève une dernière question très profonde que nos sources mettent en lumière. Oh, vas-y. Une question qui donne vraiment une toute autre dimension à cette mécanique politique. On vient de passer presque 20 minutes à parler des députés, des présidents de partis, des juges, puis des citoyens qui doivent se battre avec le Code civil pour forcer le respect de la Constitution. Ouais. Mais il y a une ironie majeure dans l'architecture de l'État belge. Il y a quelqu'un dont le seul travail constitutionnel est d'être le gardien ultime de cet État. Le roi. Le roi. C'est vrai, la Belgique est une monarchie, mais son rôle, c'est pas juste symbolique, genre couper des rubans. Pas sur le plan de la responsabilité morale et légale suprême. Contrairement à tous les autres élus qui prêtent serment au roi, le roi, lui, est le seul acteur institutionnel à jurer directement d'observer la Constitution devant la nation. OK. C'est son contrat direct. Et l'article 40 stipule clairement que les jugements des tribunaux sont exécutés en son nom. Au nom du roi. On entend ça souvent. Or, les chercheurs rapportent un chiffre troublant. Récemment, notamment lors de la crise de l'accueil des demandeurs d'asile, l'État belge a été condamné plus de 11 000 fois en justice. 11 000 fois. 11 000 jugements. Et ces jugements, rendus au nom du roi, ont été carrément ignorés par les politiciens en place. L'inviolabilité du roi est absolue dans le système belge, ce qui le protège de toute poursuite, mais fait de lui le garant ultime du système. Et pourtant, ces réunions hebdomadaires avec le premier ministre, ce qu'on appelle le colloque singulier, ça reste le secret le mieux gardé du pays. Fait qu'on a un roi qui a juré de protéger la Constitution, qui voit l'État se faire condamner 11 000 fois en son nom, sans que les partis ne bougent le petit doigt, et qui continue de rencontrer les dirigeants en secret. C'est la conclusion provocatrice de ces analyses-là. Pour quiconque souhaite creuser davantage, c'est une réflexion fascinante. Face à cette particratie qui est amplement documentée, le silence du gardien suprême de la Constitution, est-ce que c'est l'expression d'une impuissance institutionnelle tragique ou est-ce que c'est une forme de complicité silencieuse pour maintenir la stabilité de l'appareil d'État? Ouf! C'est une pensée incroyable pour terminer. Si la personne au sommet de la pyramide, dont c'est littéralement la job de protéger les règles du jeu, regarde ailleurs, ça montre à quel point c'est aux citoyens de s'emparer des outils juridiques qu'on a détaillés aujourd'hui. Absolument. On vient à notre fameuse histoire de concert du début. Si on veut que la musique soit vraie, si on veut que les musiciens jouent pour de vrai de leurs instruments, bien, il va falloir que le public monte sur la scène pour débrancher la piste préenregistrée lui-même. C'était honnêtement une discussion fascinante. Merci pour cet éclairage sur des textes juridiques qui sont vraiment denses. Ça fait plaisir. On laisse ceux qui nous écoutent méditer sur cette dynamique de pouvoir-là, sur le silence royal et surtout sur la capacité réelle des citoyens à bousculer les géants de l'intérieur. OK, mettons la table avec une petite situation imaginaire. Imaginons qu'un professionnel de très haut niveau est embauché pour un poste clé au sein de l'État. Un poste vraiment crucial, genre avec beaucoup de responsabilités. Exactement. Et son contrat de travail,
Un document majestueux, quasi sacré, stipule en lettres d'or que cette personne est totalement libre. Elle doit agir selon sa propre conscience pour le bien commun et absolument personne ne peut lui dicter sa conduite. Sur papier, c'est magnifique. C'est l'indépendance parfaite. Ben oui, c'est magnifique. Mais le premier jour au bureau, la réalité frappe. On assoit cette personne dans une salle, on lui remet un script super rigide et on lui murmure à l'oreille que si elle dévie d'une seule virgule, juste une virgule, sa carrière est terminée. On lui coupe les vivres et elle est expulsée du bâtiment. C'est un non-sens total. On exige l'indépendance absolue, en théorie, mais dans la vraie vie, c'est une soumission complète. Et c'est exactement ce qui se passe au cœur même de nos démocraties. Surtout quand on regarde les sources sur le fonctionnement des institutions en Belgique. D'un côté, la Constitution dit aux députés qu'il est libre. De l'autre, la réalité politique nous montre des politiciens qui votent presque comme des automates. Des automates qui suivent les directives strictes de leur parti politique. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait une plongée au cœur de ce grand paradoxe. On va décortiquer comment les partis politiques ont réussi à confisquer le pouvoir. C'est ce qu'on appelle la particratie. Et surtout, l'objectif de notre exploration, c'est de voir comment on peut déjouer ce système-là. Parce que l'architecture juridique qui maintient ce contrôle-là est complexe, oui, mais elle n'est pas infaillible pantoute. Non, c'est clair. On a des documents passionnants à analyser aujourd'hui. Oui, on va se baser sur des textes constitutionnels, de la jurisprudence civile et européenne et des analyses sur le financement des partis. Il y a des recours possibles. Mais pour comprendre comment déjouer ce piège-là, il faut d'abord comprendre comment il s'est refermé sur nos élus. Et tout ça, ça commence avec un texte fondamental, l'article 42 de la Constitution belge. Dans le fond, c'est quoi l'intention de départ avec cet article-là? L'intention est super noble, et ça remonte à la création même de la Belgique en 1831. Le texte dit très clairement que les membres des deux chambres représentent la nation tout entière, et non uniquement ceux qui les ont élus. OK, fait que juridiquement, ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire qu'on interdit ce qu'on appelle le mandat impératif. Donc, interdiction pour un parti politique ou même un électeur de dire à un élu je te donne le pouvoir à condition que tu votes exactement comme je te dis. Exact. Le siège appartient aux députés à titre personnel pour une durée de 5 ans. Légalement, un parti n'a aucun pouvoir pour le renvoyer en cours de mandat, ni pour lui retirer son droit de vote au Parlement. Même s'il vote contre la ligne du parti tous les jours. Même s'il fait ça tous les jours. Sur papier, il est intouchable. Ah, ça c'est la théorie, mais la réalité institutionnelle change complètement la donne. Bon, décortiquons tout ça. Si on regarde la mécanique électorale belge, il y a 2 gros éléments dans nos sources qui viennent fausser le jeu. Lesquels t'as en tête? D'abord, le vote est obligatoire en Belgique, sous peine d'amende. Et ensuite, le système fonctionne à la représentation proportionnelle depuis 1899. Fait que le citoyen est forcé d'aller voter et il est forcé de choisir parmi des listes qui sont complètement cadenassées par les dirigeants des partis. C'est exactement là que le rapport de force s'inverse. Le parti a peut-être pas le droit de virer un député de son siège aujourd'hui, mais c'est le parti qui contrôle l'accès au bulletin de vote pour la prochaine élection. Ouais, le fameux couperet politique. C'est ça. Si le député désobéit, il sait très bien qu'il sera juste pas sur la liste dans 5 ans. Sa carrière est finie. C'est fou! C'est un peu comme, mettons, qu'on engage un grand chef cuisinier pour son flair et ses créativités. Le contrat du restaurant dit que le chef est le seul maître de ses recettes. Mais en réalité, le propriétaire le force à suivre le manuel d'une chaîne de fast-food. Une très belle analogie. C'est si le chef rajoute une pincée de sel non autorisée, il part pas sa cuisine le soir même. Mais le proprio lui dit que le mois prochain, il lui coupe l'accès aux fournisseurs de légumes et de viande. L'élu, c'est ce chef-là. Il garde son tabouret au Parlement, mais son avenir est mort. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment un tel contrôle a pu s'installer sans aucune base légale officielle. Jusqu'en 2014, la Constitution belge ignorait complètement l'existence des partis politiques. Un vide juridique géant, dans le fond. Totalement. Il n'y avait rien. Et comme la nature a horreur du vide, les partis ont rempli cet espace-là. Puisqu'il n'y avait pas de règles parlementaires officielles pour encadrer leur influence, ils ont imposé leurs propres règlements internes. Des chartes, des contrats d'allégeance, ce genre d'affaires? Exactement. La discipline de vote qu'on voit aujourd'hui, c'est pas une loi de l'État, c'est une pression psychologique et disciplinaire interne au parti. Mais attends une minute.
Si la Constitution, qui est censée être la loi suprême de l'État, garantit la liberté de l'élu, pourquoi un citoyen ordinaire peut pas juste aller voir un juge constitutionnel et dire « Regardez, ce parti force ses membres à voter contre la Constitution, c'est illégal, annulez ça! » C'est l'instinct naturel de se dire ça. Ben oui, on peut supposer qu'un électeur a le droit d'exiger qu'on respecte son vote, non? Mais en droit public, c'est un mur de briques. Et c'est un mur qu'on retrouve dans pas mal de démocraties. Les cours constitutionnels détestent ce qu'on appelle le recours populaire. Le recours populaire? C'est le principe selon lequel n'importe quel citoyen pourrait attaquer une loi ou un règlement juste par principe, pour défendre la démocratie en général. Mais pourquoi refuser ça? C'est l'intérêt général qui est en jeu, ça devrait être la priorité. Justement, parce que c'est trop général. Pour qu'un juge accepte de t'écouter en droit public, il faut prouver un intérêt personnel, un intérêt né et actuel. La jurisprudence comparée dans nos sources est super claire là-dessus. Il y a l'exemple du parti UPR-ONA au Burundi, qui est très révélateur. Ah oui, l'exemple au Burundi, raconte-nous ça un peu. Des citoyens ont essayé de contester des manœuvres politiques internes. Ils invoquaient la nécessité de préserver le modèle démocratique et le bon fonctionnement des institutions. L'argument base de tout citoyen inquiet pour son pays, mettons. Et le juge a rejeté la demande. La logique juridique est froide. Le juge dit que si le préjudice subi, c'est la dégradation de la démocratie, tout le pays subit exactement le même préjudice. L'intérêt du citoyen se confond avec l'intérêt général, il n'y a pas de blessure particulière. Fait que pour l'électeur de base, la porte du droit public est fermée à double tour. Il ne peut concrètement rien faire. Rien du tout. C'est quand même décourageant pour les citoyens. Mais le député lui-même, alors, lui, il subit un préjudice direct. Si son chef de parti le menace de sanctions financières, s'il ne vote pas une loi précise, pourquoi lui, il ne va pas voir la Cour constitutionnelle ou le Conseil d'État? Parce que lui, il se cogne contre la deuxième brique du mur, le sanctuaire parlementaire. Le sanctuaire en haut vie. En droit, on appelle ça la doctrine des internats corporis. C'est codifié à l'article 60 de la Constitution belge. C'est le principe de la séparation absolue des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire n'a juste pas le droit de mettre son nez dans la façon dont le Parlement organise ses débats et ses votes internes. Ah, je vois. Le Parlement est comme une forteresse impénétrable. Exact. Le Conseil d'État va bien vouloir gérer une chicane sur un contrat d'entretien des ascenseurs du Parlement, parce que ça, c'est purement administratif, mais il refuse catégoriquement d'analyser comment un groupe politique dicte ses consignes de vote. Et à ça, il faut ajouter l'article 58, l'immunité parlementaire. Mais attends, l'immunité parlementaire, c'est censé protéger la liberté de parole du député face aux pressions extérieures. Torqué par la pression du parti. Wow! L'immunité qui a été inventée pour protéger l'élu est devenue le bouclier parfait pour protéger le parti qui le manipule. C'est exactement ça. Fait que, si on résume l'impasse, le citoyen ne peut pas attaquer parce qu'il n'est pas personnellement visé, et l'élu ne peut pas attaquer parce que le bâtiment où ça se passe est immunisé par la séparation des pouvoirs. Ça ressemble à un cul-de-sac parfait. Mais puisque le droit public national verrouille tout, où est-ce que les juristes ont trouvé une faille? Ils ont regardé au-delà des frontières. La faille est venue de la Cour européenne des droits de l'homme, à Strasbourg. Ah! La jurisprudence européenne qui arrive à la rescousse, c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Comment l'Europe a réussi à percer ce mur-là? Avec une décision majeure rendue le 10 juillet 2020, l'arrêt Mouj-Mangango contre la Belgique. Et ça parlait de quoi, cette affaire-là? À la base, c'était même pas une histoire de mandat libre. C'était une affaire de contentieux électoral. En Belgique, selon l'article 48 de leur Constitution, le Parlement était le seul juge de la validité de ses propres élections. S'il y avait un doute sur un recomptage de bulletins, c'était pas un juge indépendant qui tranchait. C'était qui, alors? C'était les députés eux-mêmes. Le renard qui garde le poulailler, carrément? C'est exactement ce que la Cour de Strasbourg a dit. Elle a lourdement condamné la Belgique. L'Europe a décrété qu'on ne peut pas utiliser l'autonomie du Parlement pour justifier l'absence d'un recours juridictionnel effectif et impartial. En clair, l'indépendance de vos assemblées ne vous donne pas le droit d'être une zone de non-droit. Et je vois tout de suite la rue juridique ici. Les stratèges prennent cette logique-là et l'appliquent à notre problème de particratie. Tout à fait. Si on relie ça à la vue d'ensemble, la logique est implacable. Si le principe d'autonomie du Parlement doit reculer quand il prive un citoyen d'un recomptage juste, il devrait logiquement reculer quand ce même principe sert à cacher l'anéantissement de l'article 42 sur le mandat libre. C'est ce qu'on appelle un vrai cheval de Troie juridique.
L'Europe fournit le principe légal pour dire aux tribunaux nationaux d'arrêter de se cacher derrière les internats corporis. Ils ont le droit d'intervenir quand les droits fondamentaux sont bafoués dans l'enceinte du Parlement. C'est une brèche incroyable et ça donne de l'espoir. Mais, tu sais, je me mets dans les souliers d'un député qui se fait menacer aujourd'hui là, par son chef de parti. Strasbourg, la Cour européenne, ça prend des années. Il a besoin d'une arme immédiate. C'est là qu'intervient une stratégie inattendue et franchement brillante. C'est de changer complètement de paradigme. C'est-à-dire, C'est d'arrêter de traiter la politique comme un grand drame constitutionnel de droit public et de la traiter comme un banal conflit de droit privé. du droit privé, Voilà. du droit civil, Droit civil. comme une chicane de voisinage ou un conflit de contrat. Exactement, parce que, juridiquement parlant, c'est quoi un parti politique belge? C'est pas un organe de l'État. C'est une simple ASBL, une association sans but lucratif, ou parfois une association de fait. Attends une minute. Tu veux dire que sur le plan légal, le gros parti au pouvoir est structuré exactement comme un syndicat de copropriété ou l'association sportive de mon quartier? En termes de personnalité juridique, absolument. Leur statut, leur règlement interne, c'est quoi? Ce sont simplement des contrats privés entre l'association et ses membres. Et qui gère les conflits sur les contrats privés? Pas la Cour constitutionnelle? Non, c'est le juge du tribunal de première instance, le juge judiciaire civil. OK, mais un parti a quand même le droit d'avoir une idéologie, non? Mettons que je m'inscris dans un parti écologiste de gauche puis que je passe mes journées à faire la promotion des sables bitumineux. C'est normal qu'ils me mettent dehors. Bien sûr, le droit civil reconnaissant, les sources parlent de la notion d'UNIA, l'institution publique contre les discriminations. UNIA qualifie des partis d'entreprises de tendance. Des entreprises de tendance. Fait que ça veut dire qu'ils ont le droit d'exiger une ligne idéologique? Voilà. Mais, et c'est le point clé de toute l'affaire, il y a une limite fondamentale à n'importe quel contre privé. C'est l'ordre public. En droit civil, tout contre privé qui viole l'ordre public est frappé de nullité absolue. L'ordre public. Les règles de base de la société qu'on peut juste pas contourner. C'est ça. Alors, l'article 42 de la Constitution, qui garantit le mandat libre, relève de l'ordre public démocratique. Donc, aucune ASBL, aucun règlement de parti ne peut forcer quelqu'un à violer cet article. C'est brillant comme approche. Fait que, concrètement, c'est quoi le plan d'action pour un parlementaire victime de pression partisane? S'il veut se défendre demain matin, c'est quoi les étapes? Le guide de survie se résume en 4 étapes. Premièrement, porter l'affaire devant le juge judiciaire civil. OK. Deuxièmement, attaquer la sanction ou l'exclusion sur la base de l'article 1382 du Code civil. Juste pour clarifier pour ceux qui nous écoutent, l'article 1382, ça couvre quoi? C'est l'article sur la responsabilité civile et l'abus de droit. On dit au juge que le parti abuse de son pouvoir contractuel. Parfait. Étape 3? Exiger la nullité des sanctions. Parce que les partis infligent souvent des sanctions pécuniaires, comme le reversement forcé d'indemnités parlementaires. Ouch! Il touche au portefeuille? Et à l'étape 4, l'élu demande des dommages-intérêts pour le préjudice moral et professionnel qu'il a subi à cause de ces pressions. Tu sais, c'est littéralement comme si mon syndicat de copropriété essayait de m'expulser ou de me mettre à l'amende parce que j'ai refusé de peindre ma porte d'une couleur qui est illégale selon les lois de la ville. Le juge civil s'en moque de la politique du bâtiment. Il regarde si le contrat respecte la loi suprême. C'est une excellente comparaison. Le juge civil n'évalue pas si le député a eu raison ou tort politiquement. Il regarde juste la sanction. Imposer une amende spécifiquement parce qu'un élu a refusé de suivre une consigne de vote sur une loi, c'est imposer un mandat impératif. C'est illégal, donc c'est nul. Bon. Sauver la peau d'un parlementaire devant un juge civil, c'est une super victoire individuelle, mais c'est du cas par cas. Si on veut véritablement ébranler le système particratique dans son ensemble, il faut frapper là où ça fait vraiment mal. Le portefeuille du parti. Ah, on arrive à l'arme fatale, couper les vivres publics. Raconte-nous ça. Il existe une procédure dans la loi du 4 juillet 1989 sur le financement public des partis, plus précisément l'article 15 ter. Ce mécanisme permet de priver un parti de sa dotation publique s'il montre une hostilité manifeste envers les libertés constitutionnelles. Ah, ben l'argumentaire s'écrit tout seul rendu là. Obliger un élu à voter contre sa conscience par la menace, c'est littéralement afficher une hostilité structurelle envers l'article 42, donc envers la Constitution, donc on coupe la subvention. La théorie est implacable, mais c'est un véritable parcours du combattant procédural. Les obstacles sont énormes. Pourquoi? C'est qui décide de ça? Pour déclencher cette procédure, il faut réunir 1/3 des membres de la Chambre pour saisir la commission de contrôle. Attends, 1/3 de la Chambre.
Mais réunir autant de politiciens contre un parti puissant, c'est leur demander de scier la branche sur laquelle ils sont tous assis. Cela soulève une question super importante sur la passivité institutionnelle de nos parlements. Les intérêts partisans priment presque toujours. Et même quand la procédure est lancée, les sources nous montrent que les partis font de la guérilla juridique pour s'en sortir. Quel genre de manœuvre? Les textes donnent des exemples précis qu'on rapporte de façon tout à fait neutre ici. Il y a le cas du parti d'extrême droite Vlaams Blok qui a simplement changé de nom pour devenir le Vlaams Belang avec de nouveaux statuts pour échapper aux conséquences. Le vieux truc de changer la coquille vide. Exactement. Et un autre exemple tiré des sources, en 2007, des demandes de récusation ont été faites contre des conseillers d'État, nommément Leroy et Kirtémont. Le but de ces demandes de récusation, c'était simplement de paralyser la procédure en gagnant du temps. Ouais, la machine est lourde à bouger. Fait que, si je synthétise les 3 piliers du plan d'action de notre plongée d'aujourd'hui pour libérer le mandat représentatif, Vas-y. on a l'attaque individuelle devant le juge civil, qui semble la plus viable et rapide. 2, l'appui sur la brèche de la jurisprudence européenne avec l'affaire Mugemango. Et 3, la menace financière systémique via la commission de contrôle. C'est un excellent résumé. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'enjeu dépasse largement la simple politique belge ou la mécanique légale. C'est une question de survie pour la pensée critique au sein de nos institutions démocratiques. Si on enlève le libre arbitre aux élus, on vide le Parlement de son sens. Et, tu sais, ça m'amène à une pensée assez provocatrice pour terminer notre discussion. Quelque chose à méditer pour ceux qui nous écoutent. Je t'écoute. On vit à une époque où l'intelligence artificielle générative est partout. On a des IA qui peuvent analyser des lois, rédiger des discours parfaits, synthétiser des opinions publiques. C'est vrai que la technologie avance vite. Bien, si le but ultime des partis politiques, c'est d'avoir une ligne rigide que personne ne peut contester, si les élus d'aujourd'hui sont juste là pour lire un script sans jamais utiliser leur conscience morale, est-ce que l'imposition de cette particratie va pas juste transformer nos parlements en de vastes fermes de serveurs informatiques? Où des algorithmes de partis débattent entre eux. Exactement. Des algorithmes qui s'affrontent, vidant définitivement l'hémicycle de son humanité et du concept même de mandat libre. Rendu là, pourquoi élire des humains si c'est pour les programmer comme des machines? C'est une image qui fait froid dans le dos, mais c'est l'aboutissement logique d'un système sans mandat libre. Ça donne vraiment à réfléchir sur l'importance de défendre nos constitutions. Merci d'avoir décortiqué tout ça avec nous aujourd'hui, c'était fascinant. Ça fait plaisir. Le sujet en vaut la peine. Absolument. Gardons l'œil ouvert et surtout l'esprit critique. Imagine un instant un pays occidental, en plein cœur de l'Europe, où le gouvernement a été condamné par ses propres juges plus de 11 000 fois. Puis face à ces 11 000 jugements-là, l'État hausse les épaules et les ignore tout simplement. C'est un gif qui donne le vertige, effectivement. Ouais, on pourrait facilement penser qu'on parle d'un État en pleine déroute ou d'un régime autoritaire qui est en train de s'effondrer. Mais non. Bienvenue dans notre analyse approfondie d'aujourd'hui où on plonge directement dans les fondements du droit de la Belgique. Je suis vraiment intriguée parce qu'on va explorer comment une démocratie qui est parfaitement fonctionnelle sur papier peut, dans les faits, être complètement confisquée par ce qu'on appelle la particratie. Et c'est une enquête fascinante à mener, surtout parce qu'on ne s'appuie pas sur des rumeurs de corridors ou des opinions. On a devant nous une véritable montagne de preuves documentaires. Fait qu'on parle de quoi exactement comme source solide? On parle de guides juridiques extrêmement pointus qui ont été mis à jour en mai 2026. On a aussi des rapports de conformité accablants du Conseil de l'Europe, plus spécifiquement le groupe GRCO, des données académiques provenant de la KU Leuven et du CRISP, et même de la jurisprudence très lourde de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est du béton armé, ça. Mais juste avant de plonger là-dedans, faut absolument faire une mise au point cruciale pour ceux qui nous écoutent. Nos documents nomment des partis politiques belges bien réels. Absolument, et de tous les horizons. Exact. Pour éviter de se perdre dans une soupe d'acronymes, disons simplement que ça couvre l'entièreté du spectre politique belge. Ça va de la gauche radicale avec le PTB-PVBA, en passant par les socialistes comme le PS, les écologistes avec Écolo, jusqu'à la droite avec le MR et la NVA. Puis il faut que ce soit super clair, notre exploration ici ne prend aucun parti. Non, c'est purement factuel.
C'est ça. Il n'y a aucun appui à une idéologie de gauche ou de droite. Le but de l'exercice, c'est de décortiquer de manière totalement impartiale les faits, les chiffres, puis la mécanique institutionnelle qui sont décrits dans ces rapports-là. Et c'est vraiment important de le préciser, parce que le dysfonctionnement qu'on va observer aujourd'hui, ce n'est pas l'affaire d'un seul parti déviant, c'est un système en entier. C'est une ingénierie politique qui profite à l'ensemble de l'appareil, peu importe la couleur de l'élu qui siège au Parlement. OK. Essayons de décortiquer ça. Pour comprendre comment on en est arrivé à ignorer 11 000 décisions de justice, il faut retourner à la fondation de la maison, le serment constitutionnel. En 1831, quand la Constitution belge a été rédigée, c'était vu comme un texte sacré, à le vrai modèle de démocratie libérale pour l'époque. En effet, et en théorie, ça l'est toujours. Il faut savoir que le tout premier acte public d'un ministre ou d'un parlementaire, c'est de prêter serment d'observer cette Constitution. Le problème, c'est quand on commence à mettre les articles de ce texte sacré côte à côte avec la réalité empirique sur le terrain. Mettons, par quoi on commence? Prenons l'article 42. C'est l'article qui garantit le mandat libre. En termes simples, la Constitution exige que l'élu représente la nation tout entière selon sa propre conscience. Il n'est pas du tout censé obéir aveuglément à une faction ou à des intérêts privés. Qui est la base de notre conception d'un député indépendant, mais les faits disent quoi exactement face à cet article-là? Eh bien, les données compilées par la KU Leuven, notamment celles mesurées sous le gouvernement Wilmès II, révèlent une discipline de vote de 99,73 %. Ouf! 99,73 %. Oui, on parle de dizaines de députés, au sein de partis entiers, qui n'ont enregistré absolument aucun vote dissident. Zéro. Sur des années entières de législature, personne n'a voté contre la ligne directrice de son parti. Attends un peu, je veux bien jouer l'avocate du diable ici. 99,73 % de discipline, est-ce que c'est pas juste la politique normale? Tu sais, les gens rejoignent un parti politique précisément parce qu'ils sont d'accord avec les idées de base. C'est d'une équipe. Pourquoi un taux d'accord de 99 % serait la preuve d'un système brisé plutôt que juste la preuve d'une équipe unie? C'est une excellente question, mais la réponse se trouve dans la mécanique de la contrainte, pas dans la convergence d'idées. Statistiquement parlant, il est impossible que des dizaines d'êtres humains soient d'accord sur chaque virgule de chaque loi pendant 4 ans par simple hasard intellectuel. Ouais, vu de même, c'est vrai que c'est improbable. Ce qui se passe en réalité, c'est que la carrière de l'élu dépend entièrement du président de son parti. C'est le parti qui décide de ta place sur la liste électorale, de ton temps de parole, de ta présence dans une commission. Si tu votes selon ta conscience, comme l'article 42 te le demande, mais contre la ligne du parti, ta carrière politique est terminée le jour même. Fait que c'est pas de la belle harmonie, c'est carrément de la coercition. Exactement. C'est de la coercition structurelle. C'est fou. C'est comme signer les conditions d'utilisation d'une application sans les lire parce que t'as pas le choix si tu veux l'utiliser. Sauf qu'ici, l'application, c'est la fondation d'un pays tout entier. Puis comment ça se matérialise pour les grandes décisions si le Parlement fait juste voter en bloc? Ça nous amène directement à l'article 33. La Constitution stipule que tout le pouvoir émane de la nation. Les décisions sont censées se prendre au Parlement par les représentants du peuple après des débats ouverts. Sauf que c'est pas ça qui arrive. Non. Dans les faits, le vrai pouvoir a été aspiré par une entité très spécifique qu'on appelle le Kern. Le Kern, c'est quoi ça? Un acronyme? Non, c'est un mot néerlandais qui veut dire le noyau. C'est un conseil des ministres restreint qui réunit les vice-premiers ministres et, dans l'ombre, les présidents de parti. Ils s'enferment dans une pièce, négocient les lois, le budget, les nominations, tout ça à huis clos. Puis il n'y a pas de registre public de ça, hein? Absolument pas. Il n'y a aucune base légale officielle pour le Kern. Il n'y a même pas de procès-verbal détaillé des discussions. Une fois qu'ils ont décidé, la consigne descend et le Parlement ne fait qu'entériner la décision avec le fameux taux de 99,73 %. Fait que dans le fond, la souveraineté nationale est complètement court-circuitée. La discussion publique devient juste une pièce de théâtre puisque le script est déjà écrit d'avance dans le Kern. C'est le constat implacable des rapports. Puis cette impunité-là, j'imagine qu'elle déborde sur le système de justice aussi. C'est là qu'on arrive à cette histoire de condamnation qu'on disait en intro. L'article 40, c'est ça? Exact. L'article 40 dit que les arrêts et jugements sont exécutés au nom du roi. C'est le pilier même de l'État de droit. Le gouvernement doit obéir au juge. Or, les preuves documentent que l'État belge a accumulé ces fameuses 11 000 condamnations pour non-exécution de décisions de justice. 11 000? Ça rentre même pas dans la tête. C'est sur quel sujet en général? La grande majorité concerne l'accueil des demandeurs d'asile.
Les juges ordonnent à l'État de fournir un abri, selon la loi internationale et belge, et l'État ne le fait tout simplement pas. Mais concrètement, comment un gouvernement fait pour ignorer un juge? Tu sais, si moi, je paie pas mes impôts ou j'ignore un jugement, ben on va saisir mon compte en banque ou envoyer la police chez moi? Pour un État, la dynamique est évidemment différente. Les juges imposent des astreintes, ce qui veut dire des amendes journalières. Avec le temps, l'État a accumulé des dizaines de millions d'euros de pénalités. Puis ils font quoi avec ces amendes-là? C'est comment? Voilà, le gouvernement paye ses amendes avec l'argent des contribuables, ce qui, avouons-le, ne règle pas le problème de fond, soit il les ignore carrément. Et comme on ne peut pas envoyer la police arrêter un ministre en plein conseil, l'État s'installe dans une zone d'impunité totale. C'est surréaliste. D'ailleurs, l'Institut fédéral des droits humains a même dû lancer une enquête formelle sur cette dérive incroyable. C'est quand même fou quand on y pense. Les contribuables payent les amendes pour que le gouvernement puisse continuer de violer la loi. Mais en parlant d'argent utilisé d'une drôle de façon, il faut qu'on parle de l'article 66. Ça, c'est l'indemnité parlementaire, le salaire du député, dans le fond? Oui, un sujet très sensible. L'idée derrière l'article 66, à l'époque de la rédaction de la Constitution, c'était de donner un salaire suffisant aux élus pour garantir leur indépendance financière. Le but, c'était d'éviter qu'ils soient tentés par la corruption ou les pots de vin. L'intention de base est super noble. L'intention est excellente, sauf que nos sources, notamment le CRISP, le Centre de recherche et d'information sociopolitique, démontrent que cette indemnité est littéralement vampirisée par les partis. On parle d'un système de rétrocession. Des rétrocessions? Oui, c'est une obligation non écrite mais implacable. Les élus doivent reverser une partie significative de leur salaire public directement dans les coffres de leur parti politique. Sérieux? C'est pas juste un petit don volontaire à la fin de l'année, j'imagine? Oh, loin de là. Ce qui est fascinant ici, c'est l'ampleur du phénomène. Ça commence autour de 10 % de rétrocession pour des partis comme le PS ou la NVA. Ça monte à 40 % chez un parti comme Écolo et ça culmine entre 60 % et 70 % du revenu net de l'élu pour un parti comme le PTB-PVDA. Mais voyons donc! Attends une minute. Donc, l'État verse, mettons, 6 000 € à un député pour s'assurer qu'il reste indépendant, puis le parti lui en reprend 4 000 direct à la source pour financer sa propre machine électorale. Exactement. C'est complètement le monde à l'envers. L'argent qui est censé protéger la liberté de l'élu sert finalement à financer l'organisation qui lui impose une dictature de vote. C'est le paradoxe financier parfait de la particratie et ça nous pousse inévitablement à analyser comment un tel verrouillage peut survivre aux mécanismes de contrôle habituels. Prends l'article 58 de la Constitution, l'immunité parlementaire. Ça, c'est le droit de dire ce qu'on veut au Parlement sans se faire poursuivre par les tribunaux. À la base, oui, c'était un bouclier conçu pour protéger un parlementaire contre un juge ou un gouvernement tyrannique qui voudrait le faire taire. Mais aujourd'hui, dans notre réalité partisane, cette dynamique s'est complètement retournée. Comment ça? Ce même bouclier empêche la justice de mener une enquête pour savoir si un élu a été menacé, soumis au chantage ou contraint financièrement par son propre président de parti pour l'obliger à voter selon la ligne. Parce que le vote est protégé de façon absolue, aucun magistrat ne peut interroger le député sur les raisons cachées derrière son vote. Ouf! Fait que le bouclier qui devait protéger la liberté d'expression est carrément devenu le bouclier de l'impunité partisane? La loi protège l'omerta, dans le fond? Tout à fait. Mais il doit bien y avoir des gendarmes internationaux qui regardent ça aller. On fait pas partie de l'Europe pour rien. Ah, les gendarmes le voient très clairement. Le GRECO, qui est l'organe anticorruption du Conseil de l'Europe, a sorti un rapport en mars 2024 pour son 5e cycle d'évaluation, et ce rapport est dévastateur. Qu'est-ce qu'ils disent? Sur 22 recommandations spécifiques pour lutter contre la corruption et améliorer la transparence en Belgique, le pays en a ignoré ou seulement partiellement appliqué 16. La situation est rendue tellement grave que le Conseil de l'Europe a déclenché ce qu'on appelle la procédure Règle 32. La règle 32. Ça sonne comme un code nucléaire. C'est quoi les conséquences de ça concrètement? C'est le niveau maximal d'onde diplomatique au sein du Conseil de l'Europe. C'est une procédure d'escalade institutionnelle qui est d'habitude réservée aux États qui présentent de graves défaillances démocratiques. Ça force le pays à s'expliquer publiquement devant les autres nations européennes sur son refus de se conformer aux standards anticorruption de base. C'est pas rien quand même. Et pourtant, la machine continue de rouler à fond de train au niveau national. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On se demande comment? Comment ce système-là est-il nourri? Par l'argent. Toujours l'argent. Et plus spécifiquement, par des fonds publics massifs. Les recherches de la KU Leuven chiffrent ce financement public des partis politiques belges à 188,3 millions d'euros par année. C'est
énorme. Pour mettre ça en perspective, ça représente environ 7,10 € par habitant. Si tu compares avec un pays voisin comme l'Allemagne, eux, ils sont à 2,40 € par habitant. Les partis belges sont donc parmi les plus riches de toute l'Europe, et tout ça grâce à l'argent des contribuables. Fait que le citoyen finance lui-même à coût de millions l'appareil privé qui neutralise techniquement la souveraineté de son propre vote. C'est complètement fou. Mais il n'y a pas un organisme indépendant pour vérifier comment ces 188 millions-là sont dépensés. Il y a bien une institution qui existe. Ça s'appelle la Commission de contrôle des dépenses électorales. Ah, enfin une bonne nouvelle! Sauf que cette commission est composée exclusivement de parlementaires. Ah, ben voyons donc. Tu niaises, là? Je suis très sérieux. Les contrôleurs et les contrôlés sont les mêmes personnes. Ils vérifient leurs propres factures. Et cet argent-là ne sert pas seulement aux campagnes électorales ou aux pancartes, il sert à maintenir une véritable armée de l'ombre au sein même du gouvernement, ce que les sources appellent l'extension cabinétique. Une armée de l'ombre? OK, comment ça fonctionne, cette extension-là? Normalement, un État s'appuie sur une administration publique. Des fonctionnaires neutres, embauchés pour leurs compétences, qui sont censés faire tourner la machine de l'État de manière impartiale. Mais au lieu de ça, les ministres belges s'entourent de collaborateurs politiques embauchés directement par les partis. On parle de combien de personnes environ? On compte entre 2800 et 3200 de ces collaborateurs de cabinet en Belgique. C'est un réseau colossal. Et leur coût dépasse les 200 millions d'euros. Ouf! Ces cabinets court-circuitent complètement la fonction publique permanente. Ils s'assurent que chaque dossier, chaque loi, chaque décision passe par un filtre strictement partisan avant même de voir le jour. Fait que l'administration publique neutre est juste mise sur la touche, puis on se retrouve avec un gouvernement parallèle financé à même les impôts. C'est littéralement un mur institutionnel de tous les côtés. Exactement. Mais là, la question que je me pose depuis tantôt, c'est si moi, par simple citoyenne, je vois que l'article 42 sur le mandat libre est bafoué tous les jours à la télé, qu'est-ce qui m'empêche d'aller voir un juge demain matin puis de dire « Hey, la Constitution est violée, là! » C'est là que le citoyen frappe ce que les juristes dans nos sources appellent très justement le mur de verre. Le système a mis en place des concepts légaux très pointus qui ont l'air normaux de l'extérieur, mais qui sont en réalité de puissants mécanismes de blocage. Le plus fascinant d'entre eux, c'est ce qu'on nomme la lacune extrinsèque inconstitutionnelle. OK, une lacune extrinsèque. J'avoue que ça sonne très jargon d'avocat. Traduis-nous ça en français normal. Pas de problème. Prenons la loi de 1989 sur le financement des partis. L'article 15 ter de cette loi stipule que si un parti politique se montre publiquement hostile aux droits de l'homme, tel que défini par la Convention européenne, on lui coupe les vivres. Sa dotation publique est immédiatement retirée. OK, ça fait du sens. C'est une sanction très claire. Tout à fait justifié. Mais cette même loi ne prévoit absolument aucune sanction, rien du tout, pour un parti qui viole la Constitution belge elle-même, comme par exemple l'article 42 dont on parlait, en imposant des règles de vote coercitives à ses membres. Ah, je comprends. C'est comme si, mettons, le livre de règles de la Ligue de hockey prévoyait une punition majeure avec expulsion pour un coup de bâton dans la première période, mais oubliait complètement d'écrire une règle pour la même maudite faute en troisième période. C'est pas un hasard, ça. C'est ceux qui ont écrit les règles qui se sont fait une part sur la palette. C'est une analogie parfaite. En droit, quand l'État législateur omet volontairement de créer une règle pour engendrer une discrimination injustifiée entre deux fautes d'une gravité comparable, c'est inconstitutionnel. C'est une lacune créée de toutes pièces pour se protéger. Et ce n'est pas le seul obstacle. Il y a aussi un mur de brouillard autour des enjeux de transparence. Oui, il y avait eu cette fameuse loi en mai 2024 qui était supposée régler la transparence des cabinets, non? Sur papier, ça s'annonçait comme une vraie révolution. La loi promettait d'ouvrir enfin les archives des cabinets ministériels au public. Mais à la toute dernière seconde, ils ont ajouté une petite clause. Ah, la fameuse petite ligne en bas du contrat. Exact. Une exception absolue empêchant la divulgation de tout document qui serait lié à l'exécution d'une, et je cite, stratégie politique. Une stratégie politique, mais ça veut dire littéralement n'importe quoi en politique. Tout est une stratégie politique. T'as tout compris. C'est un véritable trou noir juridique. Tout document le moindrement embarrassant ou crucial devient soudainement une stratégie politique et échappe à la loi. Et si tu penses que la solution, c'est simplement de réformer la Constitution pour régler tout ça, tu frappes un autre mur en béton.
Laisse-moi deviner, c'est bloqué aussi. L'article 195 de la Constitution donne aux partis dominants un droit de veto absolu sur n'importe quelle révision constitutionnelle. Si le parti au pouvoir ne veut pas qu'on touche à un article, il bloque le processus dès le début. C'est décourageant. Et en bout de piste, la Cour constitutionnelle, qui est censée être l'arbitre ultime et indépendant, est composée pour moitié d'anciens parlementaires nommés directement par ces mêmes partis politiques. Ouf! Le système est blindé à double tour. C'est profondément frustrant. Mais, et c'est là que nos sources deviennent vraiment intéressantes puis nous donnent un peu d'espoir, elles ne s'arrêtent pas juste au constat d'échec. Il y a un genre de manuel de résistance là-dedans. Si la porte d'en avant est complètement barrée, comment est-ce que les citoyens peuvent utiliser la loi pour attaquer cette particratie-là à court terme? C'est pensé un peu comme une partie d'échecs. Si on relie ça à la vue d'ensemble, la stratégie, c'est d'utiliser l'architecture de l'État contre lui-même, en 4 grandes étapes. La première tactique, c'est le harcèlement par la transparence. C'est-à-dire, on envoie des courriels sans arrêt. Presque. C'est utiliser massivement la loi d'accès aux documents administratifs, la CADA. Les citoyens et les ONG inondent l'administration de requêtes très précises. Bien sûr, l'État va utiliser son excuse magique de la stratégie politique pour dire non la plupart du temps. Fait que ça sert à quoi si on reçoit juste des refus? C'est là que c'est intelligent. Le but n'est pas nécessairement d'obtenir le document, le but est d'accumuler une montagne de lettres de refus officielles. Ces refus deviennent la preuve matérielle et documentée d'une opacité systémique. OK, donc on demande les papiers, ils disent non, puis on garde la preuve. Mais tu sais, une pile de lettres de refus sur un bureau, ça change pas les lois. Comment on amène ça dans une vraie cour de justice? C'est là qu'on passe à l'étape 2, la responsabilité civile. Plus précisément, l'article 1382 du Code civil ou le nouvel article 5.150. L'idée, c'est de déclencher une poursuite civile contre l'État. Mais on ne le fait pas de n'importe quelle façon. Nos sources identifient des acteurs clés pour ça, les élus déserteurs. Ceux qui ont quitté le navire. Exactement. Récemment, il y a eu des cas documentés, comme les affaires impliquant des politiciens nommés Andipti ou Dupont, qui ont quitté leur parti avec grand fracas. Ces anciens députés ont publiquement dénoncé le chantage, les rétrocessions forcées et le manque total de liberté de vote. Et ils ont vidé leur sac. En s'appuyant sur leurs témoignages directs, l'action civile ne vise pas à gagner des millions en dédommagement. Elle vise à forcer l'État à se justifier publiquement sur la faute du législateur, devant un juge. Ah, je vois la stratégie. C'est une porte d'entrée par la bande, mais on a dit tantôt qu'un simple juge civil ne pouvait pas réécrire les lois sur le financement des partis ou la Constitution. Fait que comment on atteint la plus haute cour à partir de là? Avec l'étape 3, la tactique de la question préjudicielle, c'est le cœur même de la manœuvre juridique. Attends, c'est un peu l'équivalent de mon truc au magasin quand je veux me plaindre, mettons. T'as un problème complexe. Tu peux pas parler directement au gérant du magasin parce qu'il est barricadé dans son bureau en haut. Fait que tu commences une engueulade très officielle avec la caissière sur le plancher, en sachant très bien que la caissière est obligée par les règlements du magasin d'appeler le gérant pour trancher la dispute. Tu forces la conversation. C'est qu'une comparaison fantastique, c'est exactement ça. Le citoyen ordinaire n'a pas le droit d'aller frapper directement à la porte de la Cour constitutionnelle pour dire que la loi de 1989 est mauvaise. Mais si ce citoyen démarre un procès civil légitime devant un juge ordinaire, il peut exiger que ce juge pose formellement la question de la fameuse lacune extrinsèque à la Cour constitutionnelle. Et le juge est obligé de le faire. Souvent, oui. Le juge ordinaire devient le messager qui force la main de la plus haute instance du pays. La Cour est obligée de répondre, publiquement, sur le fait qu'il n'y a pas de sanction pour ceux qui brisent l'article 42. C'est super ingénieux. Mais si jamais la Cour constitutionnelle belge, avec sa moitié d'anciens politiciens partisans, décide de jouer l'aveugle et de bloquer la démarche quand même, est-ce qu'on est à court de munitions à l'étape 4? Pas du tout. C'est là qu'on sort des frontières et qu'on monte à l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH. La beauté de cette Cour, c'est que sa jurisprudence devient de plus en plus intolérante envers ce genre de dérive. Ils ont déjà statué là-dessus. Absolument. Dans des arrêts récents et très célèbres cités dans nos sources, comme les arrêts de Demirtas, Karakchani ou Mugemengango, les juges européens ont tracé une ligne rouge très claire. Ils interdisent aux États de financer massivement des partis politiques qui étouffent le libre arbitre de leurs élus, et ils interdisent au Parlement de se juger eux-mêmes en vase clos. C'est une pression externe énorme sur la Belgique. Fait que c'est une attaque sur plusieurs fronts, mais il y a aussi des mouvements plus collectifs qui sont mentionnés, non? C'est pas juste des batailles procédurales d'avocats en veston-cravate? Non, en effet. L'inspiration vient d'ailleurs de l'affaire Klimatzak. C'est un modèle historique récent en Belgique où 70 000 citoyens se sont mis ensemble pour poursuivre l'État sur son inaction climatique et ils ont gagné en cour d'appel.
Cette architecture d'action collective citoyenne, ce poids colossal du nombre, peut très bien être transposé pour attaquer la particratie. Le pouvoir du nombre. Et on y ajoute le soutien logistique aux ONG de droits humains et surtout l'utilisation de la loi anti-SLAPP adoptée en 2022. Anti-SLAPP, c'est pour protéger contre les poursuites abusives, c'est ça? C'est ça. Cette loi est cruciale dans notre contexte. Elle permet désormais de protéger juridiquement les lanceurs d'alerte à l'intérieur même de l'administration publique contre les représailles de ces fameux cabinets politiques s'ils décident de parler aux médias ou aux juges. Au fond, ce qu'on retient de cette enquête-là, c'est qu'on ne change pas un système vicié en demandant poliment une réforme à ceux qui profitent déjà des failles. On le change en utilisant le poids de ses propres lois contre lui-même par une accumulation de petites brèches jusqu'à ce que le barrage finisse par céder. C'est le résumé parfait. Puis c'est crucial de comprendre ça, peu importe dans quel pays on vit pour quiconque nous écoute en ce moment, parce que cette analyse nous prouve que la démocratie, c'est pas un acquis magique. C'est pas juste un beau texte gravé sur un parchemin qui est protégé dans un musée. C'est un muscle juridique. Il faut l'entraîner. Oui. Les dérives de la particratie belge qu'on vient de décortiquer, c'est un laboratoire à ciel ouvert. Ça illustre avec une précision chirurgicale comment les institutions de n'importe quelle nation peuvent être vidées de leur substance de l'intérieur si on ne comprend pas la mécanique cachée derrière les grands discours politiques. Le droit, c'est une arme qui exige d'être lue, comprise et constamment utilisée par les citoyens. Et pour clore cette longue réflexion sur l'architecture du pouvoir et de l'impunité, il y a un tout dernier élément très particulier dans nos sources, un paradoxe absolu. C'est un acteur essentiel de l'État qui est resté complètement dans l'ombre pendant toute notre analyse d'aujourd'hui, le roi. Ah, c'est vrai? La position royale dans tout ce système institutionnel-là, on l'a presque oublié. Et pourtant, cela soulève une question profondément troublante. Contrairement aux ministres, aux députés ou aux juges qui jurent obéissance ou fidélité, le roi, lui, est l'unique acteur de tout l'appareil d'État qui jure directement d'observer la Constitution. Sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Il n'a pas de supérieur hiérarchique au-dessus de lui. Et si on se rappelle bien l'article 40 dont on a parlé au début, ces 11 000 jugements bafoués par le gouvernement belge l'ont été techniquement et formellement, je cite, « au nom du roi ». C'est quand même super lourd de sens quand on s'arrête pour y penser. C'est là tout le vertige constitutionnel. Le roi possède le droit et d'une certaine façon le devoir moral de mettre en garde son gouvernement quand ça dérape à ce point. Pourtant, son statut lui garantit une inviolabilité absolue. Ça rend toute reddition de compte impossible. Fait qu'on peut pas le forcer à s'expliquer. Impossible! Pire encore, ces rencontres politiques régulières avec les leaders, ce qu'on appelle les colloques singuliers, se font dans le secret le plus total. On se retrouve donc avec l'architecture d'impunité parfaite, le gardien ultime de la Constitution, le seul individu ayant juré directement de la protéger et structurellement conçu par la loi pour être l'unique acteur dont le silence face au naufrage démocratique ne pourra jamais être vérifié ni sanctionné. Ouf! La boucle est bouclée de la manière la plus cynique qui soit. C'est fou. Pour reprendre notre image de la maison du début, c'est comme si l'inspecteur principal, le seul en charge de signaler la fissure monumentale qui menace de faire effondrer tout le bâtiment, il avait en fait l'obligation légale de ne jamais ouvrir la bouche publiquement. C'est une réflexion assez troublante sur la fragilité de l'architecture de nos propres démocraties.